En plateau, dire à la journaliste de BFM qu'elle s'est couverte ridicule après son fact-checking. Donc elle revient sur tous les faits d'armes, si j'ose dire, d'Éric Zemmour. Braquer un journaliste avec une arme pour rire, insulter, menacer ceux qui réagissent. À quel moment on s'inquiète? Ça vous inquiète, vous, Jean Messia? Je ne sais pas, elle ne s'est pas inquiétée quand les macronistes ont traité Éric Zemmour de virus. Je ne l'ai pas entendu réagir, moi, à ça. C'est curieux. Pourtant, le mot virus, ça fait quand même référence à quelque chose de particulier, surtout dans l'histoire. Bizarrement, personne n'a parlé de retour aux heures sombres. D'accord? Donc moi, j'aimerais bien, si vous voulez, qu'il n'y ait pas d'indignation sélective et d'indignation à deux vitesses. Je pense que Zemmour s'en prend plein la gueule, de la part des macronistes, parfois qui ne mâchent pas leurs mots, sans que ça n'émeuve personne, ni d'ailleurs chez les gens de gauche, ni chez les progressistes, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on invente effectivement une polémique de toutes pièces. C'est comme si, en fait, n'ayant rien à dire, n'ayant rien à répondre à Éric Zemmour sur le fond, on va chercher la moindre chose pour essayer de l'attaquer sur la forme. On ne peut pas juguler la monture, donc on s'excite sur la selle. C'est un peu ça. Accessoirement, il était à un salon militaire. Oui, il y a un maniement des armes qui lui est proposé. Par contre, ceci étant dit, je suis moi-même tireur, et évidemment, les règles de sécurité en l'espèce, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas été respectés. Donc ça, c'est le tireur sportif qui vous parle. On imagine bien qu'il n'était pas armé. C'est un fusil à précision, c'est ça? C'est un fusil de sniper. Ouais, c'est un fusil de précision, du tir à longue portée. Évidemment, sur les salons, en général, rien n'est armé de toute façon. Donc maintenant, si vous voulez en faire tout un fromage au point que le gouvernement, les ministres du gouvernement réagissent, mais bon sang, on aimerait qu'ils aient la langue aussi pendue quand il s'agit de lui répondre sur le fond, à la problématique de l'identité, à la problématique de la sécurité, à la problématique de l'immigration, à la problématique du pouvoir d'achat. C'est là-dessus qu'on attend les réactions du gouvernement. C'est vrai qu'on allait en parler. Juste un mot, parce que il me semble d'une époque où Emmanuel Macron, c'était Big Jim. Alors on le voyait dans un sous-marin, on le voyait en uniforme de pilote, on l'a vu, je ne sais plus en quel uniforme, il s'était tout le temps déguisé pour faire comme si, et là c'est pareil, on n'a entendu personne le qualifier de pitre. Alors bon, que chacun balaye devant sa porte avant de venir la ramener sur Zemmour. Mais vous le dites vous-même, c'est l'image d'un fusil et d'un canon pointé vers des personnes qui a dérangé. Non, d'accord, mais enfin... Vous-même que les règles de sécurité... D'accord, mais enfin, on voit quand même que l'atmosphère générale est bon enfant. Je veux dire, il y en a certains, ils ont réagi... Ça, c'est pas bon enfant. Il y en a certains, ils ont réagi à cette séquence de manière encore plus virulente et plus outrancière que quand il s'agit d'un terroriste qui tire à balles réelles. Il faut arrêter. Vous êtes en train d'essayer de mettre sur le même plan deux choses qui ne le sont pas forcément. Pardon ? Vous êtes en train d'essayer de mettre de concert en parallèle deux choses qui ne sont pas forcément sur le même plan. Non, mais je suis en train de... un uniforme et brandir un fusil, c'est pas tout à fait... Non, mais d'accord, mais quand j'entends M. Durand dire qu'effectivement Éric Zemmour fait le pitre, etc. Ah oui, Éric Zemmour n'est pas président de la République, il n'est même pas encore candidat. Emmanuel Macron l'était. Il s'est déguisé en tout un tas d'uniformes comme Big Jim, si vous voulez, et ça n'a choqué personne à l'époque. Il y a un rattrapage à faire ? Moi, je suis totalement contre tout principe de discrimination positive. C'est par principe, que ce soit d'ailleurs à l'égard des femmes ou à l'égard de certaines minorités, parce qu'il y a un principe qui est celui de la méritocratie républicaine, et il y a effectivement des mentalités sans doute à changer, oui, mais le principe de la discrimination positive qui consiste à réserver des postes ou à donner des postes soit à des femmes parce qu'elles sont femmes, soit à quelqu'un qui est représentant d'une minorité parce qu'il est représentant d'une minorité, c'est pas ma conception des choses. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'à compétence égale, il y a encore des entreprises ou des conseils d'administration qui favorisent l'entrée d'hommes en leur sein plutôt que des femmes. À compétence égale, je répète. Oui, à compétence égale, oui, parce que... Et ça, c'est sanctionnable. Je pense que cela relève d'une logique économique qui n'est pas... qui se comprend sur le strict plan économique, mais qui, du coup, doit être corrigée par l'État. Par exemple, lorsque vous avez une femme qui rentre au sein d'une entreprise, le chef d'entreprise se dit, cette femme, si elle est mariée, elle va avoir des enfants, donc ça va avoir un impact sur la production de l'entreprise. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il appartient à l'État de corriger ce qu'on appelle une imperfection de marché, parce que c'en est une là, de la corriger avec le dispositif d'aide qui va bien, vous comprenez ? Mais moi, la logique qui consiste
à faire de l'être humain, que ce soit une femme, que ce soit un homme de couleur, un animal de foire, si vous voulez, qu'on mette à un poste simplement en raison de ses origines ou de son sexe, moi ça me dérange. Moi j'aimerais pas qu'on me dise à moi, par exemple, que j'ai réussi le concours de l'ENA parce que je suis d'origine étrangère, par exemple. Sur l'égalité salariale, vous concevez qu'il y a encore du chemin et du travail. Il y a encore du chemin, mais encore une fois, c'est pas si on confie cette égalité salariale au marché, seulement au marché, eh bien, elle n'arrivera jamais. Parce qu'encore une fois, c'est un problème économique, c'est une défaillance de marché, c'est une défaillance économique qui doit être corrigée par l'État, pas par l'entreprise. Et vous comprenez quoi, vous, en filigrane, Jean Messia sur, Moi, je comprends, si vous voulez, que Éric Zemmour voit plutôt les choses en dynamique, si vous voulez. C'est-à-dire que il faut revenir à ce qu'était le Pacs, puis le mariage pour tous, puis quand il dit ça ouvre la porte à la suite, il a raison, il faut lire le mariage pour tous, effectivement, comme la suite logique de ce qui s'est passé avec le Pacs. C'est-à-dire, on autorise de plus en plus, effectivement, alors moi, le mariage pour tous, j'ai été opposé aussi, je n'ai plus rien, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas démarier les gens, donc c'est fait, c'est fait. En revanche, il faut poser, et je pense que c'est ce que voulait dire Éric Zemmour dans cette intervention, c'est qu'il faut poser des garde-fous, notamment à la PMA pour tous, à la GPA sans père, etc. Parce que là, nous rentrons. Ça veut dire quoi, puisque c'est passé dans la loi? Nous rentrons. Là, pour le coup, il faut réfléchir à revenir dessus, oui, évidemment. Il y aurait une remise en question. Je pense qu'il y aurait une remise en question de cette loi. Il y a une petite stagnation là, c'est-à-dire malgré la récurrence des apparitions et du traitement médiatique qui est fait autour de ce personnage non encore candidat, il n'y a pas d'explosion dans les scores. Même si, on le rappelle, l'électorat qui est prêt à aller à voter pour lui, il est prêt à aller au bout sans fluctuer quand même. Mais deux choses. Enfin, quand j'entends M. Durand nous expliquer qu'il n'a pas arrivé à sauter le mur, enfin, si c'est le mur progressiste, ça n'est qu'un trottoir, donc il arrivera nécessairement à le franchir. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous dites qu'il ne progresse pas, mais enfin, qui progresse? Emmanuel Macron était à 25, il est à 23. Marine Le Pen était à 24 ou 25 également, ou 23. Sauf qu'on parle que de lui en ce moment. Peu importe, mais oui, mais enfin, une élection présidentielle, c'est pas la Roumanie de Ceausescu, il y a d'autres candidats. Donc il faut aussi comparer en relatif par rapport aux autres candidats. Donc je constate... Sauf que les autres sont candidats. Non, mais c'est encore plus fort. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin. Justement, parce que ça lui permet de ne rien dire. Sauf les pitreries. Non, mais alors justement, le pire, c'est que n'étant pas candidat, c'est le seul à dire quelque chose. Moi, j'ai pas entendu Emmanuel Macron dire quoi que ce soit. Que dit Xavier Bertrand? Il dit rien. Qu'est-ce qu'il dit, Xavier Bertrand? Emmanuel que dit Marine Macron, Le Pen, que dit Jean-Luc Mélenchon? Candidat non plus. Rien. Donc effectivement, lui au moins, il est à 17%. Mais je veux dire, quand on élargit l'analyse en faisant un peu une comparaison avec les autres candidats, on s'aperçoit quand même que les autres soit ne progressent pas non plus, soit baissent. Donc ça interroge. Mais pas vraiment de solution, disons, pas concrète, mais de pistes de réflexion derrière. Une campagne présidentielle, il y a toujours deux étapes. Déjà, poser le diagnostic. Vous ne pouvez pas vous imaginer que à quel point poser le bon diagnostic, mettre des mots sur les mots est rafraîchissant pour les Français qui enfin entendent quelque chose, entendent une description du réel qui corresponde au réel qu'ils vivent. Mais vous convenez avec moi que ça ne fait pas une mandature. Non mais d'accord, mais ça, je veux dire, pour l'instant, encore une fois, les autres n'ont pas de programme non plus. Faut arrêter. Mais attendez, Xavier Bertrand n'a pas de programme. C'est quoi ces mesures à Xavier Bertrand? Xavier Bertrand, vous en avez deux à me citer, là? Xavier Bertrand a sorti un livre concentré sur le travail avec des propositions économiques, remettant le travail au cœur de son dispositif. Non mais d'accord. Je ne suis pas là pour défendre Xavier Bertrand. Mais alors, il l'a sorti il y a 2 mois. Oui, mais c'est pas lisible, si vous voulez. C'est pas audible. On les voit pas. Voilà. Non. Alors ensuite, le deuxième grief que vous faites, Madame Jacquier, en disant oui, mais Jacquier Laforge, pardon. Vous dites oui, mais en fait, c'est parce que les médias en parlent. Alors effectivement, c'est comme si on en parle aujourd'hui. C'est comme si Zemmour était fait par les médias. C'est pas ce que j'ai dit. Mais alors attendez, si Zemmour, mais d'autres le disent dans votre camp. Alors dans ce cas-là, mais si les médias avaient le pouvoir de faire Zemmour, mais attendez, pourquoi ils n'ont pas fait Hidalgo? Je dis juste qu'on a effectivement depuis 15h30 beaucoup parlé de cette personne. Mais pourquoi? Et tout ce que j'ai dit,
Mais on parle, mais attendez, pas faire des camps, Madame Jackie Laforge, je suis pas là pour on en parle. Attendez, mais laissez-moi finir. On en parle parce qu'effectivement, ça fait écho. Je pense que les médias s'intéressent aux phénomènes qui font écho chez une grande partie des Français. Si les médias, attendez, si les médias avaient la capacité de créer un candidat, mais pourquoi ils n'ont pas créé Hidalgo? Pourquoi ils n'ont pas créé Mélenchon? Pourquoi ils n'ont pas créé Bertrand? Tout simplement parce que Zemmour est le seul qui, au fond, qui dit les choses. Non, tu me laisses terminer. Je te laisse terminer, vas-y. Vers quoi va votre faveur aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, la France est championne toute catégorie des prélèvements obligatoires. Nous avons là une occasion parfaite de baisser le niveau de prélèvement obligatoire en abaissant une taxe qui, pour le coup, doit être abaissée d'urgence. Alors j'entends la problématique de la distorsion fiscale que cela provoquerait, puisque, comme toute baisse de taxes uniforme, effectivement, tout le monde en bénéficie de la même façon. Mais je dirais que l'urgence est telle qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de rentrer dans des usines à gaz avec des chèques qui nécessitent l'intervention de plusieurs administrations sur la base de critères qui sont toujours très opaques, très compliqués à remplir. On voit déjà le calvaire et l'univers kafkaïen dans lequel vivent les entreprises et dans lequel vivent un certain nombre de contribuables pour qu'ils n'en aient besoin d'en rajouter. Donc je pense que la mesure la plus pertinente économiquement et fiscalement et la plus juste socialement, c'est effectivement de baisser le niveau de la taxe sur les produits pétroliers pour favoriser effectivement une baisse des prix à la pompe et dégonfler du coup la colère sociale. C'est une question de dignité. Quelqu'un qui arrive se servir à la pompe à un prix qui est affiché, il se sent pour le coup l'égal de toute autre personne qui vient se servir à la pompe. C'est autre chose que lorsque l'État fait l'aumône, en quelque sorte, à certaines catégories sociales qui, du coup, s'en trouveraient stigmatisées. Et là, c'est sur le plan social et sur le plan de la dignité citoyenne, effectivement, une baisse des taxes est quand même beaucoup plus pertinente. C'est absolument incroyable comme argument. C'est comme si vous m'expliquiez qu'un étudiant ne s'est pas rendu à un examen parce qu'il a bossé toute l'année. C'est aussi absurde que ça. Non, mais ça non. Alors, je suis désolée, vous ne pouvez pas. Voilà, mais si c'est pareil, parce que c'est en fait la décision définitive qui fait que. Attendez, la décision définitive qui a force de loi, c'est le vote par l'Assemblée, le vote par les députés. Il n'y a pas de quorum. Bien sûr, mais enfin. Ce que vous nous dites, c'est que l'échantillon qui avait été. Il faut mettre en place un quorum. Parce que 109, mais parce que justement, un vote à seulement 109 par rapport à 577, ça ne vaut rien. Mais si vous voulez, moi, je ne comprends pas le maintien finalement du pass sanitaire. Je n'avais pas compris sa logique initiale, parce que là, je rejoins ce que disait Mme Mfadel il y a un instant, c'était juste une obligation vaccinale déguisée. Mais on nous a expliqué pendant des mois qu'à partir du moment où nous dépasserions les 50 millions de doubles vaccinés, nous atteindrions une sorte d'immunité collective, ou en tout cas un bouclier vaccinal, et qu'effectivement le pass sanitaire n'était pas voué à être pérennisé. Je ne comprends pas pourquoi on le maintient. Soit le vaccin, à ce moment-là, n'est pas efficace, mais alors, il faut qu'on le lise. Parce que pourquoi maintenir un pass? C'est une mesure quand même qui est particulière, le pass sanitaire. Ça ne peut pas être une mesure permanente avec laquelle on vive ad vitam aeternam. Ce n'est pas le cas. Mais si, ça devrait être, parce que si on nous dit le 15 novembre et qu'ensuite il est prolongé jusqu'au mois d'août, et au mois d'août on nous dit il est prolongé encore l'année prochaine, on n'en sort pas. Yves Durand. Je pense qu'effectivement cette crise sanitaire a été polluée par deux choses, à la fois des intérêts pharmaceutiques dont on n'a pas encore compris l'ampleur, et la deuxième chose, c'est effectivement le principe de précaution hystérique appliqué par le gouvernement pour ne pas être accusé ensuite de ne pas en avoir assez fait. Mais finalement, il participe de cette précaution-là, Didier Raoult, à demi-mot.